Je vais essayer de vous présenter des choses qui sont quand même très nouvelles, donc pas vraiment non plus très solidement établies. On est au cœur d'une démarche scientifique de recherche, donc il va falloir qu'on trouve un bon équilibre entre ce qu'il faut dire, parce qu'il faut quand même que vous puissiez suivre le cheminement de nos recherches, et puis jusqu'où effectivement je peux aller dans des questionnements qui sont euh, très récents et pour lesquels les réponses sont encore évidemment très partielles. Donc l'idée c'est que là en plus j'ai un peu de temps, donc j'en ai profité pour faire pas trop de diapositives, je me connais, j'ai tendance à parler trop longtemps. Donc on va essayer en même pas une heure, en 45 minutes, 50 minutes, de couvrir ce qui est dans ma présentation. Mais ce que je souhaiterais, c'est que dès que ça commence à déraper un peu, que vous m'interrompiez, ou même d'ailleurs quand ça ne dérape pas, si ça vous interpelle, que vous m'interrompiez pour me poser des questions. Je préfère que ce soit fait comme ça, sur un mode plus interactif. Là, ce n'est pas une leçon que je vais vous donner, puisqu'on est vraiment à la frontière de la connaissance. Alors, j'ai pris des titres qui étaient peut-être un peu provocateurs, génétique, épigénétique, quand l'ADN s'en mêle. Alors, pour ceux qui savent un peu de quoi est fait notre génome, eh bien, c'est parce qu'on a effectivement ce qu'on appelle des éléments transposables, que McClintock a découvert il y a quelques décennies maintenant, qui bougent dans le génome, et tout ça complique un peu notre interprétation de ces fameux génomes. Et pourquoi génétique et épigénétique? Eh bien parce qu'effectivement, à l'heure du séquençage des génomes, on s'aperçoit que de connaître la succession des lettres A, T, G, C le long du génome ne suffit pas à rendre compte de la complexité du vivant à toutes les échelles. Et il nous faut bien sûr d'autres couches d'interprétation et de connaissances pour pouvoir rendre compte de ce qu'un génome peut apporter euh, dans l'élaboration des caractères au travers des générations. Alors, pour commencer, vous allez me dire tout de suite si c'est trop loin de vos connaissances. Alors, malheureusement, mes enfants sont un peu grands maintenant, donc je ne sais plus trop ce qu'on enseigne en SVT. J'ai appris que Mendel n'était même plus mentionné. C'est vrai? Vous avez le droit de le mentionner, mais enfin, c'est pas dans le programme, quoi. Il n'y a pas d'obligation. Ouais, donc ça. Alors que enfin, la démarche génétique est une démarche qui, à mon avis, est intemporelle et elle restera là encore dans 3 ou 4 siècles. Il n'y a pas d'autre manière d'interroger le vivant qu'en le bousculant. Euh, toujours est-il que vous savez au moins peut-être que les génomes diffèrent en taille dans le monde vivant. On a de très grands génomes, celui de l'oignon, je ne sais pas combien de milliards de paires de bases, celui de l'homme, 3 milliards de paires de bases, et puis d'autres beaucoup plus courts, plus petits, celui de la plante Arabidopsis thaliana ou l'arabette des dames, qui est notre modèle d'étude au laboratoire, qui ne fait que 125 mégabases. Et alors, vous savez aussi bien sûr que chez l'homme, on a 3 milliards de paires de bases, mais la grande déception en l'an 2000, quand une première version du génome a été pardon, une première version de la séquence du génome humain a été obtenue, c'est de réaliser qu'il n'y a que 23 000 gènes. Et à l'époque, c'était amusant parce qu'il y avait des paris qui étaient lancés. L'homme doit au moins avoir 100 000 ou 200 000 gènes. Si la drosophile n'a que 16 000 gènes ou 14 000 gènes, Arabidopsis 20 000 gènes, on peut être que supérieur à tous ces organismes et donc avoir un plus grand nombre de gènes. Eh bien non, l'homme a moins de gènes qu'Arabidopsis thaliana. Ça fait très mal. Ça veut dire que 2% de notre génome, effectivement, code des protéines. Tout le reste, c'est autre chose. Donc la complexité de, de l'homme et du fonctionnement du cerveau, ben, il n'est pas lié au fait on a plus de protéines que d'autres organismes. C'est la manière dont on agence ces protéines, c'est la manière dont on allume et éteint les gènes dans les différentes cellules, c'est la manière dont aussi, à partir d'une même séquence d'ADN, on élabore différentes protéines, avec l'épissage alternatif, les promoteurs alternatifs, etc. Et donc il y a plein de manières effectivement de générer de la complexité à partir d'une information qui a priori est un peu pauvre. Il n'y a que 23 000 gènes chez l'homme, 28 000 chez Arabidopsis thaliana. Mais l'autre chose qui est peut-être plus importante à considérer, c'est effectivement maintenant qu'on sait que les gènes en tant que tels sont importants mais n'expliquent pas tout, bien au contraire, c'est la manière dont ces gènes sont agencés pour créer cette complexité du vivant. Et là, on voit qu'il faut prendre en compte une autre dimension, c'est ces fameuses séquences répétées du génome, les éléments transposables. Pourquoi les génomes de différentes tailles? C'est parce que
ils sont plus ou moins peuplés d'éléments transposables, ou en tout cas des reliques ou des fossiles d'éléments transposables. La plupart effectivement, des séquences répétées qu'on trouve dans le génome sont apparentées à des éléments transposables, mais sont plus mobiles au jour d'aujourd'hui. Alors chez l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% de notre génome est constitué de ces séquences. Et ça, on le sait depuis quand même pas mal de temps, mais pour l'instant, on l'ignore superbement dans toutes les analyses de génomique fonctionnelle ou dans les analyses de génétique des populations chez l'homme. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué d'étudier les séquences répétées qui sont en nombre si élevé dans un génome. Et pourtant, on a de plus en plus d'indications, et c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui, que ces séquences sont en fait des éléments essentiels de, de, de la genèse de cette complexité, des patrons d'expression des gènes, des réseaux de corrégulation d'expression des gènes au sein d'une cellule pour une fonction particulière. Donc ces séquences répétées sont des éléments fonctionnels importants, même si effectivement chacune prise individuellement a sans doute très peu de fonctions qu'on puisse lui attribuer. Voilà, donc les éléments transposables sont les composants majeurs de la plupart des génomes de plantes et de mammifères. Et ça, peut-être que vous l'enseignez peut-être pas encore à vos élèves. Donc ce serait bien. Alors je suis trop trivial déjà, c'est ça? Aïe. Donc on va pouvoir avancer. Vous savez qu'il y a deux classes de transposons. Est-ce que c'est intéressant de dire qu'il y a des copies-collées et des coupées-collées? Oui, ben, vous le savez. Donc on va avancer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ignore ces séquences dans les analyses des génomes? Eh bien, vous avez ici une petite vue de ce qu'on appelle un génome browser. Donc, sur un ordinateur, on peut effectivement conceptualiser la séquence du génome de manière linéaire en mettant la liste des nucléotides. Alors, quand on zoome, quand on s'éloigne, on ne voit plus les nucléotides individuellement. Pardon, merci. Mais on commence à voir maintenant ce qu'on appelle des gènes. En fait, ici, ce sont effectivement les séquences codantes qu'on est arrivé à repérer. Alors, c'est un peu plus compliqué. Là-dedans, il y a non seulement les séquences codantes, mais il y a aussi les introns. Mais ce que vous voyez surtout en dessous, alors d'abord, c'est que là, on est chez la souris, eh bien, c'est qu'on a une multitude de séquences répétées, dont certaines sont faciles à identifier, mais d'autres beaucoup plus difficiles à identifier. Et vous voyez bien que c'est ça qui domine dans le génome des mammifères. Alors, ces séquences répétées, par elles-mêmes, ces éléments transposables, on le sait depuis McClintock, peuvent générer des modifications phénotypiques absolument considérables. Vous avez ici deux exemples. Alors, c'est un peu, l'un est intéressant sur un plan historique. C'est ma question sur Mendel un peu plus tôt. Pourquoi? Eh bien, ce sont les fameux petits pois de Mendel, lisses et rugueux. Eh bien, les petits pois de Mendel qui lui ont permis d'établir les lois de ségrégation et les lois de l'hérédité. Le variant, on ne parlait pas de mutation à l'époque, hein, on était 20 ans avant la redécouverte des travaux, même un peu plus, 40 ans avant la redécouverte des travaux de Mendel et la notion d'épimmutation apportée par Van de Vries. Eh bien, le variant rugueux est causé par, ça on le sait depuis peu maintenant, depuis une vingtaine d'années, est causé par l'insertion d'un élément transposable dans le cœur d'un gène qui est impliqué dans la synthèse de l'amidon. Donc ici, on a un transposon qui vient invalider la fonction de ce gène. Voilà. C'est anecdotique, mais c'est quand même amusant que ici, l'un des premiers exemples de variant qui a permis d'établir les lois de l'hérédité est effectivement a été causé par l'insertion d'un élément transposable. Alors à droite, je vous ai indiqué quelque chose de plus intéressant, sans doute, sur un plan conceptuel, c'est l'exemple de l'insertion d'un élément transposable qui manifestement a joué un rôle très important dans l'adaptation d'une espèce ou d'une population de sphinx au Royaume-Uni à l'époque de la Révolution industrielle. Alors je ne sais pas si là aussi vous connaissez cet exemple et s'il faut que je m'étende. Oui, on passe? On passe ou on passe pas? Non, mais soyez au moins aussi provocateur que moi. On passe ou on passe pas? Non. Alors, donc, on élabore un peu plus. Voilà, ici, alors ce papillon de nuit, je le connais, qui s'appelle Biston betularia typica,
vous voyez, il est mordoré ou marbré, et c'était la forme dominante au XIXe siècle, au tout début de la révolution industrielle au Royaume-Uni. Et cette forme marbrée lui permettait de se camoufler face aux prédateurs, des oiseaux en particulier, lorsqu'ils se posaient sur le tronc des arbres qu'il avait tendance à coloniser. Et puis avec la révolution industrielle, les arbres sont devenus de plus en plus foncés, recouverts de suie. Les surfaces aussi des bâtiments sont devenues de plus en plus foncées, jusqu'au point où, évidemment, ce pauvre papillon de nuit marbré eh bien, est apparu très manifeste face à des prédateurs. Et donc là, les populations se sont effondrées d'un coup, mais en biologie, il y a toujours des voies de secours possibles, dès lors qu'on n'est pas trop loin avancé dans le collapse d'une espèce ou d'une population, eh bien une mutation spontanée qui a eu lieu et qui a rendu ce papillon maintenant complètement noir, foncé, par une sursynthèse de mélanine. Eh bien cette mutation spontanée, qui sans doute n'a pas été provoquée par le fait que, du fait de la combustion du charbon, on altérait les propriétés physico-chimiques à la surface des arbres ou autres. Enfin, on n'a aucune raison de penser que ce transposon est arrivé là parce qu'effectivement, il a été induit par des éléments apportés par la combustion du charbon. Il est arrivé là parce que les transposons bougent par essence. Et bien ce transposon a donc conduit à cette forme allélique particulière avec une sursynthèse de mélanine et a permis aux populations de papillons de nuit eh bien à nouveau de se réétablir puisqu'elles devenaient masquées face aux prédateurs. Donc là, on a un très bel exemple d'un transposon qui vient finalement apporter une variation adaptative absolument majeure. Oui. Alors on ne sait pas, alors c'est une bonne question. Ce transposon est inséré dans un, vous ne le voyez pas ici, mais c'est le premier exon, ou le deuxième exon pardon, de ce gène qui s'appelle cortex. On pense il contient, d'ailleurs c'est quelque chose que j'aurais dû dire précédemment, excusez-moi, les éléments transposables, ils bougent dans le génome. Pour bouger, ils sont soumis il faut d'abord qu'ils soient transcrits. Il faut qu'ils puissent synthétiser des transposases, des intégrases, tout un ensemble de protéines qui vont être nécessaires à leur mobilisation. Donc ces éléments transposables portent en eux-mêmes des séquences régulatrices de l'expression des gènes, puisqu'ils portent eux-mêmes des gènes, les gènes de transposase, les gènes d'intégrase et autres. Donc ces éléments transposables, quand ils bougent, eh bien, apportent ces unités transcriptionnelles avec eux. Et cette unité transcriptionnelle, manifestement, que porte ce transposon, est responsable de la surexpression du gène cortex. Le problème ici, c'est que le gène cortex n'a jamais été décrit comme ayant un rôle dans la synthèse de mélanine. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait absolument pas en quoi la surexpression du gène cortex doit induire une sursynthèse de mélanine. Donc pour l'instant, c'est une question qui reste ouverte. Est-ce qu'on a l'assurance que le taux de transposition n'est pas affecté par l'environnement? Alors on y reviendra, mais bien sûr qu'on pense que l'environnement joue un rôle dans l'induction ou la répression de l'activité de mobilisation des éléments transposables. Et Angélique, cet après-midi, Angélique Deléris vous parlera de ça aussi. Alors, l'autre chose qui est importante à considérer, et Freddy a fait allusion à ça un peu plus tôt, c'est que les éléments transposables sont sujets évidemment à des contrôles très stringents pour empêcher leur mobilisation intempestive. Si les transposons étaient constamment en train de bouger, eh bien on n'aurait pas de génome pour commencer, parce que les génomes seraient constamment détruits ou hachés menus à chaque événement de transposition un peu trop conséquent. Donc les transposons sont soumis à des contrôles très stringents de leur activité. Ces contrôles, pour faire simple, effectivement, sont des contrôles qu'on appelle épigénétiques. Pourquoi épigénétiques? Parce qu'ils ne touchent pas à la séquence de l'ADN. Le transposon est a priori dans le même état de séquence que celui dans lequel il est mobile. Et maintenant, ces transposons sont dans des états de chromatiniens, donc l'ADN avec son complément d'histone dans les nucléosomes, sur les chromosomes. Ces transposons sont dans des états chromatiniens qui répriment de manière très très stable la transcription. D'accord ?
Et ça se fait pas uniquement avec des facteurs de transcription qui seraient des répresseurs de la transcription des gènes portés par ces transposons, mais ce sont effectivement tout un ensemble de modifications de la chromatine, tant au niveau de l'ADN, et on pense ici à la méthylation des cytosines de l'ADN, et je ne sais pas si vous connaissez ce terme et si vous enseignez ça à vos élèves très bien. Donc la méthylation de l'ADN, et puis associer cette méthylation de l'ADN, tout un ensemble de modifications qui touchent cette fois-ci aux histones, avec sur les extrémités terminales les extrémités terminales, oui. Beau pléonasme ici. Sur les extrémités N des histones, vous avez tout un ensemble de résidus, des lysines, des arginines, des tyrosines qui peuvent être modifiées avec des méthylations, des acétylations et autres. Et ces modifications contribuent à rendre la chromatine sur laquelle, qui englobe cet ADN, à le rendre totalement opaque à la transcription. Alors, je ne sais pas si le mot opaque convient ici, on dit on parle d'une chromatine très condensée, sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire in vivo, mais effectivement, l'accessibilité maintenant de cette chromatine à des facteurs de transcription est rendue beaucoup plus difficile. Donc voilà, on a cet ensemble de modifications. Alors aussi, l'autre propriété qui est essentielle quand on veut définir l'épigénétique, en tout cas dans ce cadre-là, c'est de s'apercevoir que ces modifications ont la capacité de s'auto-perpétuer au travers des divisions cellulaires. En tout cas, c'est le cas, et ça on le sait très bien, pour la méthylation des cytosines de l'ADN. Au travers de la réplication de l'ADN, il y a tout un ensemble de mécanismes qui copient finalement l'information portée sur le brin parental. La force de réplication passe. On a donc la double hélice qui est maintenant divisée entre deux brins parentaux, et chaque brin parental sert de matrice pour la synthèse du brin complémentaire. Eh bien, au moment du passage de la fourche de réplication, il y a tout un ensemble de mécanismes qui sont en place pour lire l'information parentale en termes de méthylation de l'ADN et la poser sur le brin qui vient juste d'être néosynthétisé. Et donc, de cette manière-là, on peut perpétuer, au travers des divisions cellulaires, un profil particulier de méthylation de l'ADN. Et donc là, on a un mécanisme épigénétique, c'est-à-dire un mécanisme qui peut se propager ou qui a une certaine hérédité qui conduit à un héritage au travers des divisions cellulaires, voire des générations, et on reviendra là-dessus un peu plus tard, sans qu'on ait besoin d'invoquer des changements de la séquence de l'ADN. C'est la même séquence d'ADN, sauf que maintenant on ajoute une information sur cette séquence d'ADN pour rendre, et cette information par elle-même peut être transmise au travers des divisions cellulaires. C'est le cœur de la définition de l'épigénétique. Donc oui, à gauche vous avez un exemple, j'aime bien le montrer parce que ça détend surtout avant un repas. C'est donc, on est passé du cabernet au chardonnay, je ne sais pas si vous le saviez, mais par l'insertion d'un élément transposable dans un gène clé du développement du fruit, ou en tout cas à nouveau de la coloration du fruit. Alors ça c'est c'est l'image classique qu'on a des transposons, ils sont générateurs de mutations. Mais ce que l'on a découvert depuis, alors McClintock l'avait déjà observé, mais c'était un peu compliqué à son époque de pouvoir interpréter tout ça, mais ce que l'on sait maintenant, c'est que justement du fait que les transposons sont soumis à des contrôles épigénétiques extrêmement stringents et puissants, eh bien ils peuvent par eux-mêmes aussi apporter de la variation épigénétique au site qu'ils visitent. Et là vous avez un très bel exemple chez la souris, le gène agouti, il y a un allèle du gène agouti qui porte en amont un transposon de classe 1, un copy and paste en français, copier-coller un élément de classe 1, pardon. Voilà. Ce transposon, bien sûr, quand il vient s'insérer, il est dans un état actif. Ça veut dire qu'il n'a pas été soumis à ces contrôles épigénétiques où les contrôles épigénétiques n'ont pas opéré encore à ce stade-là. Donc le transposon s'insère dans un état qui n'est pas méthylé au niveau de la séquence de l'ADN. C'est ce qui est indiqué ici par ces petites pastilles blanches. Vous avez ici des cytosines qui ne sont pas méthylées. Et de manière spontanée, et là, c'est toute la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, c'est spontané? Est-ce que l'environnement joue un rôle? Est-ce que ça peut quand même être aidé par des mutations de la séquence de l'ADN ailleurs dans le génome? Et ça, ce sont des questions vraiment actuelles. Et bien, de manière spontanée, ce transposon peut acquérir une méthylation, ce qui va d'ailleurs l'étape par défaut à l'échelle du génome.
on voit que la plupart des séquences d'éléments transposables à l'échelle du génome sont sous une forme méthylée. Et cette forme méthylée fait que maintenant, alors vous avez peut-être vu ici, il y a le promoteur du gène agouti, le promoteur classique, et puis il y a un promoteur qui en fait sort du transposon aussi et qui conduit cette fois-ci à une expression constitutive de ce gène agouti. L'agouti, c'est un gène qui est responsable de la coloration, de la pigmentation des poils chez la souris. Et bien dans cette configuration-là, le gène est constamment exprimé, c'est ce qui donne ce pelage blanc. Ici, maintenant le transposon est éteint, le promoteur du transposon n'est plus actif, seul reste le promoteur du gène agouti, et maintenant on a l'expression du gène agouti tout à fait classique et on a un phénotype pseudo-agouti chez cette souris, un phénotype sauvage. Vous avez exactement la même séquence ADN des deux côtés. On est dans une configuration où on a vraiment de l'épigénétique. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a donc deux individus avec le même génome, mais des phénotypes extrêmement contrastés. Oui, liés à une différence d'ordre épigénétique à un locus particulier, en fait à un allèle particulier du locus agouti. Ces différences donc épigénétiques médiées par des éléments transposables. Et ce qui est intéressant, c'est que cette souris jaune ici a tendance à transmettre à sa descendance préférentiellement un pelage jaune. Ce qui est indiqué ici, si vous avez une mère qui est jaune, eh bien sa descendance a tendance à être plutôt jaune. Si maintenant vous prenez une souris qui est à l'autre extrémité, qui correspond à l'état fortement méthylé du transposon, eh bien cette souris a tendance à transmettre à sa descendance plutôt des états méthylés. Donc on a, au travers des générations, la transmission de ces différences de méthylation. Ce n'est pas une transmission parfaite, on n'est plus dans un schéma mendélien ici. Vous voyez qu'on a une proportion ou une tendance à. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça apporte une nouvelle dimension finalement à la variation phénotypique héritable. Une partie de cette hérédité des phénotypes pourrait être liée non pas à des changements, quand on dit des phénotypes héritables, on parle toujours de différences phénotypiques. C'est ça qu'on mesure. D'accord ? Donc si vous avez des différences de phénotypes entre individus, eh bien ces différences sont héritables. On pense jusqu'à présent que c'est parce qu'elles ont des différences nucléotidiques qui sous-tendent ces différences phénotypiques. Et bien maintenant, vous voyez qu'il y a la possibilité effectivement qu'on puisse avoir des différences phénotypiques héritables sans qu'elles soient portées par des différences de la séquence de l'ADN. Alors ça, c'est un peu provocateur. Ça veut dire que dans toutes ces études de génomique des populations que l'on fait actuellement, en particulier chez l'homme, on collecte énormément de variants nucléotidiques, les fameux SNPs, oui, des single nucleotide polymorphism. Cette génétique d'association où on cherche à associer des variations nucléotidiques à des variations phénotypiques que l'on sait être en partie héritables, souvent échoue à expliquer la plupart de cette héritabilité. Alors, je ne veux pas dire que tout est épigénétique, mais il pourrait tout à fait se produire qu'une partie de cette héritabilité manquante, c'est comme ça qu'on l'a décrit aujourd'hui, soit sous-tendue par ce type de situation où on a un élément transposable à un locus donné, donc qui forme un allèle particulier. C'est pas tous les allèles agoutis n'ont pas ce transposon. D'accord ? Donc là, c'est un allèle bien particulier au locus agouti. Et bien, cet allèle particulier donne maintenant ou confère à l'allèle la propriété de pouvoir exister dans deux états semi-stables ou métastables au travers des générations. Et donc, on rentre une confusion maintenant entre génétique et épigénétique au travers des générations. Oui. Sur la séquence LDR, est-ce que vous diriez qu'elle contient un énonceur de agouti ou c'est complètement indépendant ? C'est complètement indépendant. C'est complètement indépendant. La preuve, c'est qu'agouti, a priori, il est exprimé. Alors, c'est compliqué l'expression d'agouti. C'est pour ça qu'on a ce pelage brun. Elle est au tout début du développement du poil, et puis elle s'arrête très tôt. Donc, en fait, quand vous tirez les poils d'une femelle agoutie ou d'une souris agoutie, la base du poil est jaune, mais le reste ne l'est pas. Donc, le gène est exprimé de manière très transitoire au début du développement du poil ou de la croissance du poil. Sexuée, là. Est-ce qu'on peut considérer ces mutilations comme des empreintes finalement ? Alors, ce n'est pas une empreinte parentale. Alors,
vous êtes tous familiers avec l'empreinte parentale. Bon, eh bien non, ce n'est pas une empreinte parentale, parce que l'empreinte parentale, là on est dans un cadre développemental très strict, où effectivement il y a bien une transmission à travers deux générations, puisqu'on élabore l'empreinte dans la lignée germinale mâle ou femelle, on la transmet à sa descendance, mais sa descendance maintenant va, dans sa propre lignée germinale, effacer ses empreintes et transmettre des empreintes qui sont liées à son sexe et non plus au sexe de ses parents. Donc on a bien une remise à zéro à chaque génération. Alors on a une transmission intergénérationnelle, mais remise à zéro ensuite. Ici, vous prenez une mère jaune, une autre mère jaune, une autre mère jaune, une mère jaune, elles auront tendance à transmettre préférentiellement le phénotype jaune, le pelage jaune plutôt que le pelage agouti. Donc là, il n'y a pas de reprogrammation. Là. On garde une information qu'on a acquise, qui est cette déméthylation de l'ADN, et puis on la transmet comme ça à chaque génération sans qu'on efface et que l'on recommence. Vous voyez la nuance? Ouais. Pardon, il n'y a pas de séquence codante? Ah si, alors, le LTR, alors pardon. Là, on rentre ça c'est pour les aficionados, hein, manifestement. Là, c'est un rétrotransposant LTR qui s'appelle Interstitial A Particle, IAP en anglais. C'est un rétrotransposant ALTR, il y a deux LTR et au milieu, il y a une grande phase de lecture ouverte qui code l'intégrase, la reverse transcriptase et l'enveloppe. Donc non, il y a de la séquence codante dans cette affaire-là. Alors, donc, je vous ai donné l'exemple d'agouti, parce que là, on rentre vraiment dans l'épigénétique un peu particulière, cette épigénétique qui peut avoir une dimension transgénérationnelle et pas être simplement un outil. Alors peut-être que je peux faire une digression de 2 minutes. Moi, ça me va. On parle d'épigénétique dans un contexte d'habitude qui est celui du développement. Vous connaissez tous donc, l'empreinte parentale, l'inactivation du chromosome X chez les femelles de mammifères. Oui. Donc là, il y a une décision qui est prise très tôt au cours de la vie embryonnaire, dans le cas d'une activation du chromosome X, et cette décision, ensuite, on s'y tient. Donc dans un même noyau, vous avez 2 X chez les femelles, et bien l'un de ces 2 X, très tôt au cours de l'embryogenèse, va être éteint par des mécanismes particuliers qui impliquent évidemment la chromatine, et cette extinction ensuite va être transmise fidèlement au chromosome fille de ce chromosome-là au travers des divisions cellulaires. Donc on a des lignages où ce X va être éteint plutôt que l'autre. Et comme c'est une décision qui est prise tôt au cours de l'embryogenèse, quand il y a plusieurs dizaines, voire centaines de cellules, eh bien certaines cellules, c'est le X d'origine paternelle qui est éteint, d'autres, c'est le X d'origine maternelle, et du coup, vous êtes toutes, mesdames, des mosaïques de l'expression d'un X de votre père ou de votre mère. Et c'est ce qui donne la chatte calico. Mais là, on a bien effectivement une stabilité extrêmement importante somatique, hein, puisqu'on crée des lignages cellulaires, ce qui fait ces plages de couleurs chez la chatte calico, orange ou noir. Sinon, on aurait un mélange systématiquement de jaune et de noir qu'on ne verrait pas, ce serait brun. D'accord? Donc là, on a bien une information qui est maintenue très stablement au travers de dizaines, voire de centaines de divisions cellulaires dans la vie somatique. Mais dès que cette chatte calico élabore sa lignée germinale, c'est-à-dire très tôt à nouveau au cours de l'embryogenèse, eh bien, elle efface cette inactivation de l'un ou l'autre des 2 X pour repartir avec 2 X qu'elle pourra transmettre à la descendance, potentiellement actifs l'un comme l'autre. D'accord? Donc, on a une épigénétique stable sur un plan dans le temps de la vie de l'individu, mais une épigénétique qui ne passe pas les générations. Oui. Alors, l'empreinte parentale, c'est un peu compliqué parce que là, on est à cheval sur 2 générations, mais il n'empêche, on ne passe pas les générations multiples, en tout cas. Eh bien, ça, c'est, on va dire, l'épigénétique classique, telle qu'on la connaît, en tout cas dans le monde animal, qui est là pour, effectivement, établir un programme développemental particulier, on s'y tient, et ensuite on efface tout et on recommence à chaque génération. Là, ça n'a rien à voir. On est face à des accidents. Ce n'est pas les transposons qui sont là pour dire, moi, il faut que je me mette là parce que c'est bien d'être épigénétiquement régulé pour l'expression d'un gène. Ça, c'est la sélection naturelle qui va le faire in fine. Et les transposons, eux, leur seul objectif, c'est de pouvoir se propager dans le génome sans mettre trop de bazar, parce que sinon, il n'y a plus de génome pour commencer, et du coup, il n'y aura plus de transposons non plus.
Donc on est plutôt dans ce cas de figure. Et là, vous avez des très beaux exemples. Chez les plantes, on a beaucoup plus d'exemples que chez les mammifères. Pourquoi? Parce qu'on pense que les profils de méthylation, on l'a étudié d'ailleurs au laboratoire, en particulier les profils de méthylation d'ADN, sont bien mieux maintenus au travers des générations chez les plantes. Il y a beaucoup moins de reprogrammation des états de méthylation d'ADN chez les plantes qu'il y a chez les mammifères. Donc ça, c'est sans doute la grande différence, et c'est peut-être ça qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on a des processus, on a les mêmes enzymes à peu près pour méthyler l'ADN chez les plantes et chez les mammifères. Mais la manière dont ces enzymes sont utilisées et quand dans le développement elles sont mises en œuvre est très différent chez les plantes et chez les mammifères. Chez les mammifères, il faut tout remettre à zéro à chaque génération dans les lignées germinales. Chez les plantes, ça ne semble pas être le cas. Moyennant quoi, effectivement, on a beaucoup d'exemples chez les plantes d'épimutation, c'est-à-dire à un locus donné, pour un allèle donné, à nouveau, ici je vous donne l'exemple d'un locus qui contrôle la coloration du fruit et la maturation du fruit chez la tomate, eh bien, il y a un allèle particulier qui s'appelle CNR, dans lequel on a une expression tout à fait normale du gène, mais il y a un transposon en amont de ce gène, et il est dans un état qui est a priori celui qu'on attend pour un transposon, il est fortement méthylé. Donc tout va bien, ici on a un transposon qui n'interfère pas avec l'expression du gène, qui est en amont du gène, et on peut penser d'ailleurs que c'est la situation la plus fréquente. Le transposon a trouvé un endroit où manifestement la sélection naturelle estime que ça va, et donc on le récupère parce qu'il n'a pas d'effet sur l'expression du gène. Alors, oui, mais manque de chance, c'est que la méthylation qui est portée par ce transposon, elle attire la machinerie de méthylation de l'ADN. Par définition, il faut maintenir cet état. Et parfois ça bave un peu. Et quand ça bave ici, eh bien, ça tombe sur le promoteur du gène. Et là, de manière spontanée, à nouveau, on n'est absolument pas capable de vous dire quand, comment ça s'est produit, mais on a des indications en laboratoire que c'est bien par une méthylation qui n'est pas strictement confinée à l'élément transposable, mais qui déborde un peu. Eh bien, on atteint une situation où maintenant, du fait de cette méthylation, de l'ADN, qui va avec tout un ensemble d'autres modifications de la chromatine, les histones sont modifiés aussi, eh bien, fait que le promoteur du gène maintenant est inactif, est réprimé. Et là, on a, alors bon, voilà, donc ici vous avez un épiallèle, je parle d'épiallèle maintenant, on a un seul allèle, puisqu'on a la même séquence d'ADN, un épiallèle sauvage, et puis ici vous avez un épiallèle mutant. Et ce qui est intéressant, c'est que cet épiallèle mutant, il est transmis maintenant à travers des générations, avec une stabilité qui est équivalente à celle d'une mutation de la séquence de l'ADN. Pour tout vous dire, ce mutant, CNR, pendant très longtemps, on pensait que c'était un mutant mendélien classique, causé par une mutation de la séquence de l'ADN. Et à la surprise des séquenceurs, quand ils ont identifié enfin le locus CNR et séquencé ce qui pensait être l'allèle mutant par rapport à l'allèle sauvage, ils sont tombés sur le même allèle et ils ont regardé au-delà, évidemment, de la séquence de l'ADN, ils se sont dit que c'est peut-être la chromatine, et oui, la chromatine est responsable de cette différence d'expression du gène, transmise stablement à travers des générations. Donc ici, vous avez de la génétique mendélienne portée par un changement chromatinien et non pas par un changement de la séquence de l'ADN. C'est un cas extrême, bien entendu, mais il n'empêche, ça peut se produire. Et ici, c'est un exemple plus récent chez le palmier à huile, où cette fois-ci, vous avez... alors là, on sait un peu plus. Je vous dis que, à nouveau, là, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas comment on est passé spontanément de l'épiallèle sauvage à l'épiallèle mutant. On sait qu'il y a eu débordement de la méthylation, mais comment et pourquoi, ça on ne sait pas. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce qu'il y avait une mutation ailleurs dans le génome qui a forcé un peu la méthylation et du coup ça a bavé? On n'en sait rien. Ici c'est intéressant, c'est le palmier à huile. Bon, vous savez que le palmier à huile c'est l'objet maintenant d'une propagation clonale extrême pour pouvoir remplir les pots de Nutella. Et le problème c'est que quand on fait cette propagation clonale, environ 10% des clones s'avèrent être stériles. Donc pas de fruits pour récolter de l'huile de palme. 10%, ça fait des pertes évidemment considérables pour les plantations. Et donc il a fallu essayer de comprendre d'où venait ce très haut taux de mutation induit par les conditions de propagation clonale, donc de culture in vitro. Et avec un taux de 10%, on peut être certain qu'on n'est sans doute pas face à des mutations induites par quoi que ce soit. C'est un taux qui est beaucoup trop élevé, d'autant plus qu'en fait, ces plantes
s'avère être stérile. Alors il faut d'abord 10 ou 15 ans avant de s'apercevoir que ces plantes sont stériles, donc ça coûte évidemment très cher de maintenir des plantes stériles sans savoir qu'ils seront in fine stériles. Donc ces plantes sont parfaitement normales par ailleurs, donc on ne les distingue absolument pas d'une plante fertile, jusqu'au moment où elles deviennent suffisamment matures pour pouvoir porter des fruits. Donc il n'y a aucune autre indication qu'on est dans un contexte où la culture in vitro induirait un taux de mutagénèse très élevé. Et pourtant, on a 10% de clones qui sont stériles. Donc, immédiatement, ça fait penser effectivement à des changements d'ordre épigénétique plutôt que nucléotidique. Et après de très nombreux efforts, il s'est avéré qu'il y a un locus dans le génome responsable de ce passage à 10% en conditions de culture in vitro de plantes fertiles à des plantes stériles. Un locus qui, effectivement, qui gouverne le développement du fruit. Et qu'est-ce que l'on a dans ce locus? Au sein du gène, on a un transposon. Il y en a partout des transposons, donc ce n'est pas surprenant d'en trouver un, qui est fortement méthylé. Et ce transposon il est dans un intron et le gène est parfaitement exprimé malgré la présence de ce transposon qui est fortement méthylé. Donc on produit à partir de ce gène des transcrits, on fait de la transcription et ces transcrits sont complètement fonctionnels. Et la culture in vitro, donc là on a maintenant une indication que l'environnement peut être important. La culture in vitro, c'est cocktail d'hormones très particulier, ces conditions de croissance tout à fait singulières. La culture in vitro induit à haute fréquence la déméthylation de ce transposon. Et quand ce transposon est déméthylé dans l'intron de ce gène-là, là c'est la catastrophe parce que maintenant ça bloque l'élongation de la polymérase qui ne peut plus avancer dans le gène, qui est bloqué par ce transposon qui est maintenant actif. Donc l'état chromatinien du transposon rentre en conflit avec l'état chromatinien du gène et fait que maintenant les transcrits, la plupart des transcrits, sont tronqués au niveau de l'insertion de ce transposon. Donc ici, maintenant, vous avez la plupart des transcrits qui sont non fonctionnels et ce qui conduit à cette stérilité. Et donc, à nouveau, même chose, vous avez un seul allèle qui, en conditions normales, conduit à des fruits parfaitement développés et qui, sous la force environnementale qu'induit ou des contraintes environnementales très spécifiques qu'induit la culture in vitro, se trouve déméthylé et qui altère l'expression du gène. Donc, un allèle, deux formes épialléliques distinctes. Voilà, alors ça c'est le panorama, mais ce sont que des exemples. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, on sait très peu de choses sur où les transposons sont distribués le long du génome, quel est leur comportement épigénétique, quel est l'impact de ces différentes séquences le long du génome. Donc on est finalement très, très démunis pour essayer d'intégrer cette information qui pourtant constitue 50% de l'information du génome humain, ou en tout cas pas de la séquence du génome humain. On est très démunis pour essayer de faire sens finalement de cette composante très très singulière des génomes. Et donc c'est pas simplement parce que effectivement ce sont des séquences qui sont très difficiles à étudier du fait de leur très haut niveau de répétition dans les génomes, donc on s'en mêle très vite dès qu'on veut étudier un élément répété. Eh bien, est-ce qu'on est vraiment en train d'étudier celui qui est présent au gène agouti ou on n'est pas en train de confondre avec celui qui est présent ailleurs? Ils se ressemblent tellement qu'on ne sait plus. Donc là, il y a une complexité énorme pour les études de génomique. Il y a aussi autre chose, c'est qu'a priori, la transposition, en conditions, on va dire, naturelles, ou en tout cas au laboratoire, dans les conditions standards, c'est un événement qui est très rare. Donc on a très peu d'occasions finalement d'aller voir ce qui se passe lorsqu'un transposon arrive quelque part. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est délétère? Est-ce que très vite, il y a un contrôle épigénétique qui se met en place? Et quelles sont les conséquences de ce contrôle épigénétique sur l'expression des gènes avoisinants? Tout ça reste finalement très énigmatique. Et un bel exemple est fourni par ce qu'on appelle des études fondées sur des lignées d'accumulation de mutations. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez. Alors le problème, quand on veut... On souhaite connaître quel est le taux de mutation spontanée chez l'homme, chez une plante ou autre. C'est-à-dire, quelle est la fréquence avec laquelle la séquence de l'ADN est changée au niveau d'un nucléotide ou au niveau de... D'accord? Ça, c'est très difficile à mesurer quand on prend le polymorphisme qui existe dans une population parce qu'il
le polymorphisme qui existe dans une population, c'est le résultat de la sélection naturelle et de ce qu'on appelle la dérive génétique. Donc, on ne sait absolument pas si c'est un sous-ensemble très contraint ou très altéré par rapport à la situation originale où ces mutations arrivent en premier. Donc, pour remédier à ça, on crée ce qu'on appelle des lignées d'accumulation de mutations. On part d'un seul individu dont on connaît parfaitement le génome. Et chez les plantes, c'est très facile, en tout cas chez Thalliana, parce qu'on peut faire des autofécondations. Donc on part d'un individu diploïde, Thalliana, mais qui est complètement homozygote. Et on prend un seul individu. Thalliana fait donc de l'autofécondation, et on récupère des graines, et on prend des graines individuelles, et chaque graine va servir maintenant à générer un lignage. Donc on a le même génome au départ, et puis là, en l'occurrence, ici, une centaine d'individus, de graines ont été semées et ensuite propagées avec un processus qui est tout à fait singulier. On prend une seule graine à chaque génération, sans le sélectionner, de manière aveugle. Et on fait pousser une plante, et on récupère une seule graine, et on fait pousser une plante, et on récupère une seule graine. Donc on a une propagation par ce qu'on appelle, en anglais, single seed descent, par descendance d'une graine à graine. Et quand on fait ça, par définition, on s'affranchit de l'effet de la sélection naturelle. Comment? Eh bien, parce qu'on n'a pas on ne demande pas à la sélection naturelle de choisir entre les individus ceux qui vont mieux transmettre à la descendance. Là, on a forcé la transmission à partir d'un individu pris de manière aléatoire. D'accord? Donc la seule chose qui arrive maintenant, c'est que soit on perd la mutation par ségrégation, parce que, évidemment, une mutation, quand elle arrive, elle est d'abord dans un état hétérozygote, elle va toucher l'un des deux chromosomes. Après, à travers l'autofécondation, on a la probabilité un quart de la fixer, un quart de la perdre complètement, et puis un demi d'être encore hétérozygote, et à chaque génération, on va avoir cette probabilité. Donc soit on fixe, soit on élimine par ce qu'on appelle la dérive génétique, ces mutations qui sont produites. Et quand on fait ce travail, sur plusieurs dizaines de générations, et qu'ensuite on fait du séquençage génomique, on séquence tous les nucléotides de ces génomes, eh bien on trouve effectivement des différences de séquences entre individus. Ces différences proviennent par définition de mutations qui se sont produites au cours de la propagation de ces différentes lignées. Et quand vous faites ça chez Arabidopsis, eh bien vous avez un taux de mutation qui apparaît immédiatement, qui est d'environ à peu près une base changée par génome, par génération. Voilà, c'est un nom qui est intéressant d'ailleurs à considérer. Et vous voyez que c'est distribué tout le long du génome, et dans la majorité des cas, ce sont des transitions de C vers T ou de G vers A. Il y a quelques petits indels, délétions ou insertions, mais aucun élément de transposition n'a pu être détecté, alors qu'on les a cherchés avec les outils nécessaires dans ce type de population. Donc vous voyez que dans les conditions standards du laboratoire, eh bien, il n'y a pas de transposition. En tout cas, si elle se produit à des taux extrêmement faibles qui ne sont, du coup, qui ne permettent pas de documenter les conséquences de la transposition, puisqu'on ne l'observe pas pour commencer. Et donc, notre programme de recherche, je vais déjà arriver pratiquement à la fin de mon exposé, donc c'est pas grave. Le programme de recherche, c'est de poser la question. Oui. Alors, oui, mais il faudrait qu'elles soient toutes létales. Et pourquoi elles seraient toutes létales? Parce qu'elles vont systématiquement dans des gènes qui sont absolument essentiels à l'état. En plus, il faudrait qu'elles soient toutes létales, même à l'état hétérozygote. Parce qu'on est capable de distinguer des mutations qui sont maintenant fixées, donc on les voit sur les deux allèles d'un chromosome, ou qui sont encore à l'état hétérozygote, donc on dû se produire sans doute à la génération précédente ou pas. Le séquençage est tellement fin qu'on est capable de distinguer hétérozygote et homozygote. Donc c'est deux conditions qui sont quand même un peu extrêmes, et c'est plus simple de dire que non, a priori, les taux de transposition sont très très faibles en situation classique. Et donc nous, on a cherché à surmonter cette difficulté, et pour ça, on s'est tourné vers un système qui est extraordinaire, qui est effectivement Arabidopsis thaliana. Alors pourquoi c'est un système extraordinaire? D'abord, c'est parce qu'on a un petit génome, donc c'est très facile à séquencer autant de fois que nécessaire. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais le séquençage des génomes est une véritable révolution pour la génétique. On a enfin la possibilité de connaître les tenants et les aboutissants d'un génome, du début et la fin, dans tous ces nucléotides. Et alors après, la question c'est est-ce que ça nous avance ou pas. Mais au moins on est capable de déterminer de manière absolue
quelle est la séquence d'un génome. Et donc, si le génome est petit, eh bien, on peut faire ça allègrement, sans trop se ruiner. Et il a beau être petit, ce génome, et je vous ai dit que la variation de taille des génomes est essentiellement contribuée par des variations de quantité d'éléments transposables, et bien Taliana a un petit génome, mais a une panoplie incroyable d'éléments transposables. On a pratiquement tout, des copy and paste, des cut and paste, de toutes les couleurs, mais chacun en petit nombre. C'est pour ça que le génome est petit. Et l'autre chose qui est essentielle, c'est qu'on peut perturber les états de méthylation au niveau de ces séquences répétées sans rendre les plantes trop malades. Donc on arrive finalement à avoir des individus dans lesquels on n'a plus de méthylation sur les séquences répétées, et néanmoins on a des individus qui sont viables et fertiles, avec lesquels on peut faire de la génétique. Donc ça c'est très intéressant pour essayer de comprendre en quoi les états épigénétiques des éléments transposables peuvent impacter l'expression des gènes à proximité. Et enfin, c'est une plante qui pousse sur toute la planète, et donc on est capable éventuellement d'associer des différences qu'on verrait de comportement épigénétique pour certains éléments transposables dans certains endroits de la planète à des variables géoclimatiques par exemple. Donc le rôle de l'environnement à nouveau. Alors juste ici un petit primer sur... quelle heure est-il là? J'ai combien de temps? Ouais. Là, c'est pour vous illustrer que, oui, les transposons sont bien les cibles de la méthylation de l'ADN. Vous voyez ici la densité le long l'un des 5 chromosomes d'Arabidopsis, la densité en gènes et la densité en éléments transposables. Par définition, si vous avez beaucoup de gènes, c'est que vous avez peu de transposons. Si vous avez peu de gènes, c'est que vous avez beaucoup de transposons par unité de longueur de l'ADN. Donc là, vous avez ces deux courbes inverses, là, hein, les gènes en bleu et les transposons en rouge, et vous voyez que la méthylation, eh bien, elle suit très très bien la densité en éléments transposables. Et de fait, la méthylation de l'ADN chez Arabidopsis, sa fonction première, c'est bien d'aller réprimer ces éléments transposables. Si on retire cette méthylation de l'ADN par des moyens génétiques, eh bien, on retranscrit ces éléments. Alors, on ne va pas rentrer là, ça fait trop mal. On va aller directement là, pour vous dire qu'on a des mutations qui effectivement abolissent en grande partie l'activité de maintien de la méthylation de l'ADN au travers des fourches de réplication à chaque division cellulaire. Et ça, c'est orchestré par une protéine un peu magique qu'on appelle un remodeleur de la chromatine, qui est là pour faire un peu de glisser le nucléosome, et en fait qui est là pour inviter les méthyltransférases de l'ADN à venir cibler ces éléments transposables qui sont dans des régions de chromatine a priori peu accessibles. Donc imaginez une sorte d'orchestrateur qui est là pour ouvrir de manière transitoire l'ADN pour que la méthylation puisse avoir lieu sur ces séquences et ensuite la refermer pour que ces séquences restent bien réprimées transcriptionnellement. Évidemment, quand on fait un mutant dans cette protéine, ou plutôt quand on fait un mutant dans le gène codant cette protéine, eh bien qu'est-ce qui se passe? On perd la méthylation de l'ADN au niveau de sa séquence répétée et ça induit une réactivation transcriptionnelle très importante de ces séquences. Et donc nous, on a profité de ça pour générer finalement l'équivalent des lignées d'accumulation de mutations que je vous ai décrites il y a un instant, cette fois-ci des lignées d'accumulation de transposons. En faisant quoi? En prenant cette fameuse mutation et en l'utilisant pour aller simplement réveiller les transposons d'un coup, en masse, à l'échelle du génome, et de voir quelles sont ensuite les conséquences dans un fond qui est à peu près sauvage. Donc on a ensuite éliminé la mutation par ségrégation en faisant des croisements avec des plantes sauvages, pour aller voir dans des descendants quels transposons ont bougé, à quelle fréquence, et où se trouvent ces nouvelles transpositions. Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un certain nombre de transposons, pas tous, hein, mais qui bougent maintenant dans le génome. Donc on est arrivé à générer, en s'affranchissant de l'effet de la sélection naturelle, à générer tout un ensemble de lignées dans lesquelles les transposons bougent et accumulent les mutations via leur transposition. Et vous voyez qu'il y a 3 transposons qui sortent de manière majoritaire. Dans notre population, on a 3 transposons, un rétroélément et 2 transposons, qui manifestement maintenant bougent beaucoup, après avoir été secoués comme ça par cette mutation des DM1. Et donc là, ça y est, on est dans une situation où on peut commencer à dérouler les questions ou tenter de répondre aux questions posées par la mobilisation des éléments transposables. Qu'est-ce qui se passe quand un transposon se met à bouger? Bien, la première chose qui nous a surpris, c'est que quand il se met à bouger, très vite, en quelques générations, le taux de transposition est tel
parce qu'une copie va donner naissance à des copies qui elles-mêmes peuvent transposer, donc on a un effet exponentiel qui fait que très vite, les transposons, maintenant, génèrent des mutations à l'échelle du génome bien plus rapidement que les mutations spontanées qu'on a pu mesurer dans les lignées classiques d'accumulation de mutations. Donc on a des taux de mutation qui deviennent maintenant énormes par rapport à ceux que l'on connaît dans une situation stationnaire. Donc là, d'un coup, on n'est pas dans une situation complètement négligeable, au contraire, c'est maintenant une force majeure de mutagénèse. Alors évidemment, le problème, c'est comment on fait pour initier ça, on ne le sait pas. Sauf au laboratoire où on a mis le mutant DDMA. D'accord? Mais dans la nature, on ne sait pas comment on initie la transposition. Mais une fois qu'elle est initiée, ce qui est clair, c'est que ça fait très mal. Ça fait très mal, mais pour un transposon, on voit que ces taux de mutation qui viennent très élevés, là c'est le taux de mutation classique, hein, les mutations ponctuelles et short indel, et ça ce sont les transposons. Et bien, vous voyez que pour un transposon, il y a un moment où on atteint un plateau et puis tout s'effondre. Ça c'est intéressant, ça nous laissait, c'est du modèle mathématique qui nous a permis de rendre compte de ça, ça nous laissait penser que là, il devait y avoir maintenant, à partir de ce moment-là, un contrôle épigénétique qui se mettait en place sur ces nouvelles copies qui étaient distribuées dans le génome et qui d'un coup éteignait tous ces nouveaux transposons et faisait qu'à nouveau, on rentrait dans un état de stasis où il n'y avait plus de nouvelles mobilisations et on avait simplement toutes les mutations qu'on avait accumulées et seulement celles-ci. Est-ce que les plantes de ces lignées ont un phénotype de particulier? Eh oui, on va y venir. Ah non, c'est clair que ça commence, quand ça bouge, ça fait mal. Regardez ça. Non seulement ça fait mal, mais il s'avère que les trois transposons, alors là, on a plein de méthodes et ne rentrez plus dans le détail, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a plus le temps. L'essentiel, c'est que vous perceviez l'intérêt simplement de ce type d'analyse. On est capable évidemment d'identifier où ces nouvelles insertions sont produites dans le génome et de les représenter ici le long des 5 chromosomes. Et ce que l'on voit, eh bien, c'est que les transposons adorent aller dans les séquences géniques, dans les régions du génome qui a priori sont fonctionnelles. Et ça, c'est une grande nouveauté aussi. La plupart des transposons qu'on trouve dans un génome sont a priori concentrés dans des régions tout à fait singulières où il n'y a pas beaucoup de gènes. Mais quand on fait de nouvelles transpositions, où vont ces nouvelles transpositions? Là où il y a beaucoup de gènes. C'est la chromatine ouverte. Les transposons adorent aller dans la chromatine ouverte. Donc oui, c'est délétère. C'est manifestement très délétère. Pas au point qu'on ne récupère pas des plantes. La preuve, c'est qu'on a pu séquencer ces plantes-là. Alors, on s'est intéressé du coup à un petit peu mieux comprendre qu'est-ce qui fait que les transposons aiment aller dans les régions géniques et on s'est aperçu qu'ils aiment en fait aller dans des régions qui sont effectivement ouvertes hein, en termes de structure chromatinienne, mais qui ont des colorations particulières de la chromatine. Et là, je vais aller juste, pour illustrer une chose, vers un transposon dont on voit qu'il aime beaucoup s'intégrer dans des régions du génome, qui sont des gènes, mais qui incorporent un variant tout à fait particulier d'une histone canonique. Vous savez qu'il y a 4 histones qui forment le nucléosome, H2A, H2B, H3 et H4, mais chacun a des variants. Il y a plein de variants. D'accord? Et H2A a un variant qui s'appelle H2AZ, qui rend le nucléosome un peu plus ouvert, qui permet de mieux respirer, et qu'on va retrouver chez les plantes, spécifiquement associés à des gènes qui répondent à l'environnement, comme par hasard, comme s'il fallait pouvoir induire rapidement. Eh bien, c'est là que Copia 93, ce rétrotransposon, aime se mettre, dans des régions du génome qui incorporent le variant H2AZ, ce qui respire. Et ça conduit à des choses intéressantes, parce que ça veut dire que maintenant, on a des insertions qui se produisent pas aléatoirement dans le génome. On n'a plus la mutation aléatoire. Elle est ciblée. Elle va dans des gènes qui, a priori, sont capables de répondre à des insultes environnementales. Et ça, on le voit très bien, c'est que quand on retire effectivement le variant H2AZ, on a des mutants chez Rhodopsis dans lesquels ce variant n'existe plus, et bien on voit maintenant que le transposon Copia 93, il va partout. Il ne s'insère plus spécifiquement dans les gènes qui répondent à l'environnement. Et ça, c'est une conséquence. C'est que maintenant, on voit que ce transposon, eh bien, il tend à cibler des gènes essentiels, qui ne sont pas du tout justement ces gènes qui contiennent H2AZ, il tend à cibler des gènes essentiels à des fréquences 2 fois plus élevées qu'en conditions normales où il y a le variant H2AZ. Donc maintenant, on rend le transposon dans un fond dans lequel on n'a plus ce variant d'histone, on rend ce transposon extrêmement délétère parce qu'il va taper dans des gènes essentiels à des fréquences très élevées. Effectivement, on voit un taux de létalité bien plus élevé maintenant. Donc, d'un côté, je vous ai dit que la transposition est un processus mutagène très, très fort, mais elle n'est pas complètement non plus
cette mutagénèse, elle n'est pas complètement aléatoire, elle est dirigée. Et on voit que en dirigeant cette mutagénèse, on remplit de rôles, on évite d'aller cibler des gènes essentiels, et on va vers des gènes, a priori, dont on sait qu'ils ont besoin de changer rapidement pour répondre à l'environnement. Donc, on est dans un scénario qui suggère une mutagénèse dirigée, potentiellement adaptative. Et juste pour finir, je vais vous montrer un exemple qu'effectivement c'est le cas. Dans la nature, alors c'est un autre transposon qu'on a, mais de la même famille, enfin de la même superfamille. La nomenclature des transposons est très compliquée. Et il suffit de dire ici qu'on a un transposon qui ressemble à celui que je viens de vous présenter, qui adore aller se mettre, qui s'intègre préférentiellement, dans des régions géniques qui incorporent ce fameux variant d'histone H2AZ. Et là, on est dans une situation naturelle. On n'est plus au laboratoire maintenant. D'accord ? On abandonne le laboratoire, on va voir jusqu'où ce qu'on a observé au laboratoire est pertinent en situation naturelle. On a 3 souches dans la nature, une qui vient de Brive-la-Gaillarde et 2 qui viennent d'Amérique du Nord, qui possèdent ce qu'on appelle le même haplotype. Elles ont la même séquence d'ADN. Sauf que l'une des 3, et pas n'importe laquelle, celle de Brive-la-Gaillarde, contient maintenant ce fameux transposon Copia 78. Donc c'est une insertion récente. Comment elle est apparue à Brive-la-Gaillarde, on n'en sait rien, mais elle est là maintenant. D'accord ? On sait que cette insertion, elle est dans un état méthylé. On sait que en conditions normales, ce gène est exprimé aussi bien ici, parce que c'est une insertion dans un intron, et que comme pour le gène, mantle du palmier à huile, l'insertion à l'intérieur l'insertion à l'intérieur de l'intron n'impacte pas l'expression du gène tant que cette insertion n'est pas méthylée. Et qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que grâce à cette insertion, maintenant, quand on soumet nos plantes à un choc thermique, parce qu'on sait que ce transposon est sensible au choc thermique, eh bien, on autorise ces plantes maintenant, on permet aux plantes de fleurir de manière beaucoup plus précoce que ces 2 congénères qui n'ont pas l'insertion. Et là, c'est très important. Vous avez ici 3 haplotypes, le même haplotype, chez 3 individus. Ces haplotypes sont ce qu'on appelle des haplotypes sensibles à la vernalisation. Ils ont besoin de passer par un hiver pour que la plante puisse fleurir au printemps suivant. Vous connaissez le principe de la vernalisation, d'accord ? Et un gène clé, c'est le fameux gène FLC qui contrôle ce processus de vernalisation. Donc vous avez ici trois souches qui ont ce besoin d'analysation. Et il s'avère qu'à Brive-la-Gaillarde, il n'y a plus trop besoin de passer par... les hivers froids, il n'y en a plus trop. En revanche, des printemps qui sont particulièrement chauds, ça existe. Et maintenant, vous avez rendu possible la floraison de cette souche au printemps suite à un choc thermique. Ce qui est indiqué ici, vous avez là le temps de floraison en conditions contrôle, ça fleurit jamais, on n'arrive pas à le faire fleurir au laboratoire. Avec heat shock, les autres non plus ne fleurissent pas, Y0, YE. En revanche, AC0 maintenant, suite à un choc thermique, est capable maintenant de fleurir. Donc ce transposon est arrivé avec bien sûr un ensemble de composantes régulatrices qui lui sont propres, il est sensible à des chocs thermiques pour son expression, et ça a conféré maintenant au locus à l'allèle dans lequel il s'est inséré la capacité de répondre à l'environnement d'une manière tout à fait intéressante pour l'organisme, pour la souche, puisqu'elle va permettre à ces fameuses plantes, même si les hivers sont modérés, de pouvoir fleurir au printemps suivant, dès lors qu'il y aura un choc thermique suffisant pour la floraison. Donc vous avez une mutation adaptative ici. Alors, au laboratoire, c'est une gelée, et derrière, un choc d'une journée à 37 degrés. Ouais. Alors, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais voilà, donc, vous voyez, et alors ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que tout ça est contrôlé sur un plan épigénétique, aussi. Donc, vous voyez ce que peuvent faire les éléments transposables. Et il s'avère, en fait, que dans la nature, il semble bien que ce gène FLC soit un réceptacle important de ce type d'événements de transposition. Et donc, ça suggère très fortement qu'au moins pour cette famille de transposons, les Copia, ils aient un rôle à l'échelle globale dans l'adaptation rapide des populations à des situations environnementales tout à fait singulières. Chaque fois que ces souches, il y en a plein maintenant qui contiennent comme ça des insertions dans le gène FLC, chaque fois qu'on a une insertion, on réduit le temps à la floraison. Donc on permet à la plante de fleurir plus tôt ou mieux que si elle n'avait pas d'insertion.
Voilà, donc le message que je peux vous laisser aujourd'hui, c'est que on s'est aperçu, grâce à cette approche expérimentale, que une fois que la mobilisation des éléments transposables est initiée, alors c'est une source de mutation absolument incroyable, en termes de taux, mais aussi de distribution. Ce n'est pas du tout aléatoire, on est très loin de la situation qu'on imaginait, où des mutations s'accumulent d'abord lentement, comme une horloge moléculaire, hein, et de manière uniforme le long du génome. Ici, on est devant des situations tout à fait singulières. Et on a vu que cette singularité était en partie liée au fait que les transposons montrent un tropisme très particulier pour certains types chromatiniens. Et ensuite, ils peuvent à la fois jouer comme mutagènes, bien sûr, en s'insérant quelque part, mais également comme épimutagènes, comme on a vu maintenant aussi pour Copia 78 dans FLC. Leur état épigénétique va permettre ou non à la plante de répondre à l'environnement. Et le dernier point, parce qu'il faut ouvrir, et pour que vous puissiez discuter, c'est ce qui reste en suspens. Au jour d'aujourd'hui, on est absolument démunis. Je ne peux pas vous dire, voilà les éléments qui induisent la transposition dans la nature. Est-ce que l'environnement joue un rôle? Oui. Mais comment? Par quel mécanisme? Ça reste totalement obscur aujourd'hui. Alors bien sûr qu'on cherche à développer des recherches qui vont dans le sens de pouvoir répondre à cette question-là. Ensuite, le second point qui est intéressant avec les éléments transposables, donc à nouveau, souvenez-vous qu'on en a quand même, que 50% de notre génome est constitué de ce type de séquence, c'est qu'il y a un jeu entre les mutations qui les génèrent et les mécanismes épigénétiques qui les contrôlent. En générant quand ils sont mobilisés, les transposons, par définition, ils sont dans un état épigénétique particulier, qui permet la transcription. D'accord? Donc ils vont générer de la mutation, mais très vite, il va y avoir aussi un contrôle épigénétique qui va se mettre en place sur de nouvelles copies. Donc on a à la fois mutagénèse et puis mutagénèse qui vont aller, pas de pair, mais qui vont comme ça s'entrevêcher. Il y a un truc qui ne va pas là. Hein. S'emmêler. Merci. Ben, c'était mon titre. Voilà, et donc les questions maintenant, c'est chez l'homme. Est-ce que tout ça, c'est pertinent? La première question, oui. Peut-être qu'il faut quand même qu'on se préoccupe de ces séquences répétées, au moins comme source de mutation, avant même d'imaginer qu'elles puissent aussi induire des épimutations complexes comme celle à agouti, qui rendraient compte d'une partie de la transmission de traits complexes. Hein. Les maladies complexes, vous savez ce que c'est? C'est à la fois une composante environnementale très forte et une composante génétique qu'on mesure avec les moyens du bord, en faisant des trios parents-enfants, en faisant des pédigrés, etc. Et qu'ensuite, on cherche à réduire, ou pas réduire, ou à interpréter en termes de présence-absence de certains types de polymorphismes nucléotidiques. Les transposons sont totalement ignorés de cette analyse-là. Et les transposons, comme vous avez pu le voir ici, génèrent des phénotypes tout à fait singuliers, forts, et donc peut-être qu'il est important de commencer à prendre cette dimension en compte dans des analyses de génétique des populations. Et en dernier lieu, jusqu'où faut-il commencer à réviser notre notion de l'évolution moléculaire, hein, qui serait essentiellement permise par l'accumulation de mutations distribuées aléatoirement dans le génome à un taux qui serait un taux de grand-père ou de grand-mère, petit, alors qu'on sait maintenant qu'on a effectivement, avec les éléments transposables, des situations dans lesquelles on peut avoir des taux de mutation qui deviennent extrêmement élevés très rapidement, de manière transitoire sans doute, ce ne sera pas viable à long terme, avant que les mécanismes épigénétiques se mettent en place, et surtout qu'ils soient des mutations non distribuées aléatoirement dans le génome. Pourquoi elles ne sont pas distribuées aléatoirement dans le génome? Sans doute du fait d'un processus de sélection naturelle au long cours qui a favorisé ce type d'éléments transposables dans le génome plutôt que d'autres, parce qu'ils sont non seulement moins délétères, mais éventuellement adaptatifs. Voilà.